Bonjour, c'est Philippine. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Chance. Si vous ne nous connaissez pas encore, Chance accompagne celles et ceux qui en ont besoin à trouver leur voie professionnelle et à faire les bonnes rencontres pour faire exister leurs projets alignés, motivants et réalisables. Dans chaque épisode, j'interviewe une personne, connue ou pas, qui nous raconte et nous partage son parcours, ses questionnements et comment elle a réussi à dépasser ses peurs, à saisir les opportunités que la vie a mises sur son chemin, à les provoquer aussi, pour arriver là où elle en est aujourd'hui. On dit que la chance, c'est un mélange de préparation et d'opportunités. Et chaque épisode vient, je crois, l'illustrer. Pour ce nouvel épisode, je suis honorée et si heureuse d'accueillir Anne Guéquière, la fondatrice du premier podcast de France, Métamorphose. En rencontrant et en découvrant Anne, je me dis qu'elle a toujours été un esprit libre. Libre d'oser se lancer dans Internet, quand tout le monde trouvait ça geek et bizarre. Libre de démissionner à 27 ans, sans chômage pour lancer sa boîte, se planter et recommencer. Libre de se dire « Oh, le podcast, c'est génial, allons-y !» quand personne ne savait encore vraiment ce que c'était. Depuis 2019, Anne éveille nos consciences avec son podcast Métamorphose et s'engager dans des projets porteurs de sens a toujours été son fil conducteur. Anne s'interroge sur la nature humaine, l'engagement, le sens de la vie, les liens entre les humains, la liberté, le vivant. Aujourd'hui, on échange les rôles et c'est Anne qui est l'invitée et nous raconte son parcours, ses choix, les rencontres décisives et ou marquantes qu'elle a faites et comment Anne est devenue Anne Guéquière, cette voix qui murmure dans des millions d'oreilles. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et le droit de se réinventer. Bonjour Anne et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Philippine, ravie d'être là avec toi. Alors pour commencer, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Où as-tu grandi ? Ton enfance ? Alors d'où je viens ? Je suis née à Paris, dans le 13e arrondissement. Et quand j'avais 3 ans, j'ai peu de souvenirs puisque j'ai quitté Paris. Mes premiers petits souvenirs datent de là, peut-être du parc Montsouris, comme ça, avec ma maman, ou alors ce sont peut-être des souvenirs reconstitués par des photos. Et ensuite, mes parents, donc sont les années 70, ils ont tous les deux des professions libérales, puisque mon papa est architecte et ma maman orthophoniste. Ils ont envie de nature et ils décident de s'installer sur une île qu'ils ne connaissent pas, comme ça, un peu par hasard, parce qu'ils ont une opportunité de travail, en tout cas pour mon père, une association avec un autre cabinet d'architectes qui part en retraite. Et donc, ils s'installent comme ça sur cette île de Noirmoutier. Donc, je vais grandir là-bas, effectivement. Je vais passer toute mon enfance sur cette magnifique île de Noirmoutier. Il faut se remettre dans un contexte où, sur les îles, à une époque où il n'y a pas l'Internet, où finalement, les gens vivent quand même entre eux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a tout un tas de professions libérales, de bobos, de gens qui peuvent bosser n'importe où, des bobos ou pas d'ailleurs, qui peuvent s'installer dans la nature. Et c'est génial parce que ça a aussi permis de repeupler nos campagnes, si on le voit vraiment sous cet angle-là, de villes ou de villages qui avaient été désertés. Mais à cette époque, ils sont un peu comme des intrus en fait sur cette île parce que finalement les gens vivent un peu entre eux. Il n'y a pas beaucoup d'apports, assez peu d'apports extérieurs. Et c'est vrai que à la fois c'est génial parce qu'il y a plein de gens extraordinaires qui vivent là et en même temps, moi je ressens cette vie aussi, notamment l'hiver où il y a beaucoup de tempêtes, où il n'y a pas grand-chose à faire, le milieu culturel est assez pauvre à ce moment-là, où je me sens aussi un peu à l'étroit, un peu étriquée, de manière un peu isolée et en même temps, j'ai ce contact avec la nature qui restera un terreau très très puissant chez moi, avec les éléments très forts. À Noirmoutier, il y a des marais salants, il y a évidemment des dunes, il y a la mer. Et comme je te disais, il y a des tempêtes, donc la nature est très forte, très puissante, très belle, très sauvage, très peu abîmée encore à ce moment-là. Et je me régale aussi de vivre une espèce d'alchimie avec cet environnement que j'aime encore aujourd'hui profondément. Donc voilà, c'est un peu ce terreau-là, avec une famille qui est très aimante, avec 2 frères, avec des ressources, en tout cas de connexion à ma famille qui est très puissante, quand on est avec ce socle d'amour important, en tout cas chez moi, c'était le cas, qui, comme la terre, est vraiment encore aujourd'hui une ressource, je crois, dans ma construction caractérielle très, très forte, oui. Comment as-tu fait tes premiers choix professionnels à la sortie de cette vie particulière, isolée dans une famille très aimante ? Tu t'en es extirpée à quel âge ? Alors justement, je m'extirpe assez rapidement puisque vers 12 ans, je demande à mes parents à partir en pension dans une plus grande ville qui est Nantes
parce que je me sens à la fois bien sur cette île, mais en même temps, même si l'horizon est très vaste et très large, puisqu'on est sur une île, donc on voit vraiment l'horizon. Et en même temps, moi, je me sens aussi à l'étroit à l'intérieur. J'ai envie de rencontrer d'autres personnes. Et donc, je pars en pension. Et c'est vrai que même si je vais aussi me sentir finalement à l'étroit en pension, parce que la pension, c'est aussi des règles, une structure particulière, ça m'ouvre de nouveaux horizons avec des personnes différentes, un autre type d'éducation. Et ça, je crois qu'à ce moment-là, ça me fait du bien. Ça pose aussi peut-être une forme de curiosité chez moi. À ce moment-là, je me souviens, j'ai retrouvé des écrits qui disent j'ai envie d'être journaliste ou enquêtrice, inspectrice de police, inspecteur de police. Voilà. Et c'est vrai qu'on va retrouver ça dans mon parcours, puisqu'aujourd'hui, même si je suis pas journaliste de formation, moi j'ai fait une école de commerce, j'ai fait du droit des affaires, je suis juriste. Mais on retrouve finalement toujours un peu peut-être ces premiers amours d'enfance d'une manière ou d'une autre plus tard. Avec cette grande... J'étais une enfant à l'école qui posait beaucoup de questions à mes profs. Parfois, ça peut aussi déranger d'avoir des enfants comme ça ou des jeunes comme ça, des ados comme ça. J'écoutais pas beaucoup, mais je posais beaucoup de questions. Je m'intéressais pas mal au monde. Et du coup, tu vois, c'est resté puisque je fais un métier aujourd'hui où je pose des questions en fait aux gens. Je m'interroge toujours autant, je crois. Finalement, c'est vrai qu'on retrouve pas mal de connexions à ces rêves d'enfant. Il y a cette personnalité déjà très curieuse, avec un intérêt pour le monde et pour les autres dans ton projet professionnel aujourd'hui. Et au départ, comment ça s'est fait ? C'était quoi tes premiers choix professionnels ? Tu n'es pas arrivée à la Anne que tu es aujourd'hui en un claquement de doigts. Alors, mes premiers choix professionnels, que je me remette dans le contexte, c'est toujours dur de refaire son parcours comme ça à rebours. J'ai toujours déjà travaillé pour me faire de l'argent de poche aussi à partir de l'âge de 15 ans, 14, 15 ans, voilà, des petits jobs. Et j'ai toujours adoré ça, en fait, explorer des dimensions différentes du travail. J'ai vendu des glaces, j'ai été photographe à une époque où avec un copain, on s'était dit et tiens, si on faisait de la photo sur les plages, tu vois, on avait 18 ans, on était étudiants et on se disait comment est-ce qu'on peut gagner notre vie de manière un peu sympa et être en contact avec les gens. Et c'est vrai que quand j'ai fini mes études, en tout cas, j'ai repris des études après mon école de commerce, j'ai décidé de faire une 5e année, un master en droit des affaires européen. Et à ce moment-là, ça a été assez fondateur. Il fallait faire un mémoire de fin d'études. Et j'avais rencontré dans ma classe un copain qui m'avait passé un livre d'une journaliste qui s'appelle toujours Dominique Nora, qui avait écrit un livre qui s'appelle Les autoroutes de l'information. Et il m'avait dit, tu vas adorer, tu devrais lire ce livre, c'est génial. Et je lis ce livre, et là, waouh, une énorme découverte, une grande claque pour moi à ce moment-là. Je découvre en fait que l'Internet, qu'on appelle à ce moment-là les autoroutes de l'information, ça fait un peu rétro de dire ça, mais qu'on appelait le web, on parlait des babillards, enfin c'était vraiment les débuts d'Internet, quoi. C'était en 95-96. Donc vraiment les prémices, il devait y avoir peut-être un cybercafé à Paris, personne n'avait Internet dans les foyers. Et je lis ça et je prends vraiment une grande claque en me disant il y a une révolution qui est en train d'arriver, qui vient à ce moment-là des États-Unis. C'est complètement fascinant et j'ai envie d'y participer. Donc je décide de faire mon mémoire de fin d'études sur les droits d'auteur, sur un sujet qui est complètement novateur. Aucun de mes profs n'a entendu parler de ce sujet à ce moment-là, qui s'appelle les droits d'auteur sur Internet, en disant finalement si on peut mettre n'importe quelle œuvre sur ce nouveau réseau, faire des copies et les mettre à disposition, qu'est-ce qui va advenir du droit moral de l'auteur sur une œuvre, etc. Et donc, je fais un mémoire là-dessus. Très peu de mes profs, d'ailleurs, comprennent le sujet, puisqu'il y a très peu d'infos. Je suis obligée de faire des recherches aux États-Unis, etc. Et puis ensuite, ce mémoire va me mettre le pied à l'étrier pour un de mes premiers jobs. Je fais un tour par l'entreprise Prisma Press, qui est détenue par Bertelsmann, où je fais un CDD dans la finance qui dure, je crois, presque 1 an, enfin un CDD qui est renouvelé. Et je dis ça parce qu'à ce moment-là, je m'intéresse en fait aux médias. Même si je suis dans la finance chez Prisma Press, je découvre une entreprise vraiment média avec un certain nombre de titres incroyables qui vont de Voici, vraiment très people,
à des titres beaucoup plus axés sur la géographie. Je me souviens plus du nom de ce titre d'ailleurs, Géo. Voilà, Géo. Ils ont une quinzaine de titres à ce moment-là chez Prisma Presse. Et je découvre aussi tout cet univers de médias, même si je suis dans la finance, côté financier, qui me fascine. Et en fait, ce mémoire sur les droits d'auteur sur Internet, plus cette expérience chez Prisma, va me permettre ensuite de rentrer dans le groupe Vivendi, où un jeune étudiant, enfin quelqu'un qui revient des États-Unis, qui a fait Polytechnique en France et qui est diplômé de Harvard et qui connaît un peu l'Internet pour de revenir tout frais des US, vient d'être embauché chez Vivendi pour monter la division Internet de Vivendi à ce moment-là. Il s'appelle Fabrice Cavaretta. Et il constitue en fait, comme un projet de start-up Internet dans un grand groupe, il constitue en fait sa jeune équipe. Je tombe sur cette annonce de recrutement de chef de produit. Et moi, j'ai ces deux petites expériences à la fois de médias et à la fois d'Internet à travers mon mémoire. Et il me dit, mais j'ai rencontré personne qui connaît ces sujets-là. Et tout de suite, en fait, je suis sa première recrue. Et c'est comme ça que j'ai le pied à l'étrier de mon premier job dans l'Internet à ce moment-là. Bon, c'est un peu long la façon dont je le raconte parce que c'est vrai que ça montre aussi que les chemins qu'on prend, les hasards de la vie, les synchronicités, le petit projet peut-être de mémoire que je fais à ce moment-là, finalement, se retrouve être par la suite des choses qui sont un peu fondatrices, finalement, dans un parcours qu'on emprunte. C'est toujours comme ça, en fait, que ça se passe. Les petites graines qu'on a posées, finalement, germent à un moment donné, on s'aperçoit que c'est ça qui se déploie. Tu as suivi ton intuition, ce qui te faisait vibrer, et tu as aussi su saisir les opportunités et faire fructifier les rencontres, comme avec Fabrice Cavaretta. Oui. C'est peut-être aussi ça qui est important. Et donc, tu as démarré dans ce milieu d'Internet dans les années 90, si je comprends bien. Oui. C'était comment d'être une femme dans un milieu qui, à l'époque, était considéré comme un peu geek, non ? Oui, alors c'est vrai que je me souviens très très bien du regard de mes copines ou qui avaient fait la même école, les mêmes études que moi. Et le Graal, c'était plutôt de partir dans des grosses boîtes comme L'Oréal, chez des grands lessiviers pour faire ses armes, entre guillemets, au niveau marketing, tu vois, c'était un peu ça qui était le Graal. Et alors moi, je parlais de points d'accès Internet, de réseaux, de fibres, etc. C'était des univers beaucoup plus genrés, effectivement masculins, d'une part, parce qu'il y avait beaucoup de polytechniciens qui travaillaient sur ces sujets-là, en tout cas à l'époque chez Vivendi, ou en tout cas, il y avait assez peu, effectivement, de femmes. Et on me regardait un peu avec des yeux ronds, personne ne comprenait ce que je faisais, en disant, elle fait un truc complètement bizarre. Et on prenait presque pour une technophile, ce que je suis pas tellement en réalité. Moi, c'était plus ce nouvel Eldorado, cet espace de liberté comme semblait être Internet, cette incroyable bibliothèque géante de l'époque, quand ça a commencé, les premiers moteurs de recherche, premier moteur de recherche en français en France qui s'appelait Nomad avant l'arrivée de Google, les premières adresses e-mail, même les premiers téléphones portables à l'époque. Donc, les premiers SMS que les gens envoyaient avec ce qu'on appelait des tam-tams. Enfin, je veux pas revenir mais c'est toute une époque où la technologie est en plein boom. Tout ça, c'est en train de se développer. Et moi, je me dis, mais c'est une nouvelle façon de communiquer, de se relier, d'accéder à l'information. Ça paraît être vraiment, c'est de toute façon miraculeux à ce moment-là, l'émergence de cette technologie qui va aller extrêmement vite d'ailleurs après. Et en parlant du après, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Alors après, je sens que je suis très excitée par ces projets. Il y a vraiment beaucoup d'énergie. On est beaucoup de jeunes start-upers du même âge à démarrer dans ce milieu-là, avec beaucoup de soirées, d'ailleurs très arrosées à l'époque. On va à des fêtes, on a tous entre 25 et 30 ans. C'est un petit milieu et je sens que ça m'excite beaucoup, à la fois intellectuellement, à la fois en tant que pionnière dans ce milieu. J'ai envie de créer beaucoup de choses. Je crée ma première start-up aussi avec un associé, un ami à ce moment-là, autour de l'achat groupé. Et en même temps, au fond de moi, il y a quelque chose qui me dit, est-ce qu'il y a du sens à ce que tu fais ? Est-ce que tu es utile à toi-même et au monde ? En parallèle de tout ça, j'ai une spiritualité que j'ai toujours eue depuis que je suis petite, mais qui se développe de plus en plus à ce moment-là, si tant est qu'on puisse développer sa spiritualité. Mais en tout cas,
un élan, un appel de Dieu très fort à l'intérieur de moi à ce moment-là qui se développe en parallèle et qui me dit est-ce que je suis au service de quoi en fait je me mets et au service de quoi j'ai envie de mettre mon énergie. La vie est courte, notre passage sur Terre est quand même relativement éphémère et à quoi j'ai envie de dédier en fait ma créativité, mon énergie, mes émotions, ma spiritualité, voilà. Et donc je me pose quand même beaucoup de questions. Et à ce moment-là, il y a aussi des amis autour de moi, amie IE, ma cousine qui est presque comme une sœur jumelle, une amie très proche, une amie malgache qui est en France depuis des années, qui s'engagent dans l'humanitaire et qui vont sur le terrain, qui partent en Afrique, qui font des formations, une comme nutritionniste, l'autre comme logisticienne, et qui partent comme ça sillonner le monde à des endroits où on a vraiment besoin de se mettre au service de l'autre. Et donc ça m'interroge beaucoup. Moi, je me dis, est-ce que moi aussi, je suis appelée à faire de l'humanitaire, tu vois, qui est quand même une grande question aussi, je pense, de la jeunesse, un grand questionnement de l'idéal, hein, à la fois du voyage et puis de l'appel de l'autre, et qui est chez moi, qui suis très sauveuse, mais ça, je le conscientiserai après, dans mon profil, qui est aussi un appel de comment je peux aider à sauver l'autre, hein, avec cette inconscience à ce moment-là que qu'est-ce que je cherche à sauver aussi de moi-même à travers ça. Et donc, ça m'interroge effectivement beaucoup. Et puis, je monte cette start-up, je la revends à la casse au moment de l'éclatement de la bulle d'Internet. Et puis là, je pars voyager. Et en voyageant avec celui qui sera mon futur mari, qui lui aussi vend sa start-up à l'époque, un moteur de recherche, le premier moteur de recherche en langue française qui s'appelle Nomade. On voyage beaucoup. Et pendant 3 ans, on revient, on s'installe à Barcelone, on repart en Europe. Moi, je fais un peu de consulting aussi à ce moment-là. Et j'ai un appel de la Terre qui est extrêmement puissant, de la Terre-Mère, vraiment Gaïa, qui me rappelle à elle en mode qu'est-ce qu'on est en train de faire à cette petite planète bleue. Je vis comme une sorte d'overview effect qu'ont certainement vécu les astronautes et quand l'humanité a pris conscience de cette image, qu'on est un petit point. On est un petit point quand on voit la Terre vue de la Lune, et puis maintenant de beaucoup plus loin, qu'on est cette petite poussière, voilà, au milieu dans nos galaxies, dans l'univers. Et là, c'est la Terre qui vraiment me rappelle à elle en disant qu'est-ce qu'on fait à cette planète bleue, comment on est relié, comment est-ce qu'on utilise les ressources du vivant, on les exploite. D'ailleurs, ce mot est choisi comme ça, alors que c'est notre terre-mère nourricière qui nous nourrit comme une mère en fait. Et je me dis, mais voilà, j'ai envie de me mettre au service du vivant, au service de cette terre. Et à ce moment-là, je rencontre voilà des botanistes, des gens dans des pays, des peuples premiers, voilà, qui ont gardé ce lien en fait aux plantes. Et quand je reviens en Europe, je me dis comment est-ce que je pourrais valoriser les personnes qui chez nous, aider à valoriser les personnes qui chez nous sont restées vraiment en lien avec la terre, qui nourrissent un écosystème positif et harmonieux, qui réfléchissent à nos écosystèmes, puisque nous sommes aussi l'écosystème, nous n'échappons pas à notre écosystème, hein. On se met comme hors sol, nous les humains, mais nous faisons partie du vivant. D'ailleurs, on sait très bien que si l'humanité vient à disparaître, peut-être que la Terre secouera un peu ses puces comme ça, et puis tout rejaillira, tout renaîtra. Même si on a une perte de biodiversité, il y a des choses qui se reconstitueront, les écosystèmes. Mais nous, les humains, ça, c'est un point d'interrogation. Bref, donc je renoue, et puis je me dis, voilà, tout ça m'intéresse. Donc j'écris un premier livre sur les cosmétiques naturels et bio, autour du bien-être, un deuxième livre, un troisième livre, et puis je me dis, au-delà de ça, moi, je suis enceinte de mon premier enfant. Je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre plus largement sur cette façon de vivre en étant reliée au vivant. Et c'est là que j'ai décidé de fonder un média, un web média à l'époque, qui réconcilie mes anciens amours quand même d'Internet. Et puis voilà, tout ce que j'ai exploré en matière de biodiversité, de nourriture bio, de façon de se soigner, toutes ces plantes que j'ai découvertes, tout cet écosystème holistique, tout ce mode de vie sain. Et je fonde un média voilà, en 2007 qui s'appelle Féminin Bio, qui existe depuis 16 ans, dont j'ai cédé le capital avec mon associé il y a plus de 2 ans maintenant, presque 2 ans et demi.
et dont j'avais cédé la majorité il y a déjà plus de 7 ans, puisque entre-temps, je suis partie vivre aux États-Unis. Donc, je fonde ce média et j'ai l'occasion de rencontrer et d'interviewer des gens incroyables, extraordinaires à ce moment-là, pour Féminin Bio, et qui posera les prémices de ce qui est devenu ensuite l'aventure de podcast Métamorphose. Voilà, pour te faire un peu un résumé. Je sais pas, j'ai l'impression de partir et de raconter trop de détails, mais voilà. Alors, j'ai beaucoup de questions qui me viennent. Je vais essayer, moi, d'être un petit peu structurée. J'ai envie de savoir tellement de choses. Donc déjà, si je fais un peu une rétrospective de tout ce que tu viens de nous raconter, partir à 12 ans en pension, décider d'être photographe à 18 ans, être pionnière dans le milieu d'Internet, notamment en tant que femme, dans un milieu assez genré, monter ta start-up achat groupé, partir en voyage 3 ans, et puis un peu plus tard, partir vivre aux États-Unis. Je me dis, comment est-ce qu'on fait pour être aussi libre ? J'ai l'impression que tu n'as jamais eu peur de rien, de la sécurité financière, de l'emploi, des injonctions. Comment on fait pour être aussi libre ? Je pense que j'étais une enfant quand même assez libre. On pourrait pas parler d'enfant sauvage, mais je me souviens que j'avais quand même une grande liberté. Peut-être aussi j'ai manqué de cadre, parce que ça peut être le revers de cette grande liberté enfant. Mais c'est vrai que je crois qu'on m'a permis de créer et d'imaginer des choses. Maman, je le disais, était une femme orthophoniste dans les années 70, avec aussi ces années Dolto, avec cette conscience d'une éducation peut-être, d'une Françoise Dolto qui avait beaucoup impacté cette génération de jeunes chercheurs autour de l'éducation, ce qu'était ma mère. Et du coup, avec ce regard aussi sur l'enfant que Maria Montessori aurait pu qualifier de apprends-moi à faire seul, puis apprends-moi à penser par moi-même. Et donc, c'est vrai que j'ai été nourrie, je pense, par un terreau éducatif qui a donné quand même une grande part à la liberté, de la créativité. On n'échappe pas non plus, je pense, à la projection de ses propres parents. L'idée du terreau familial et de papa-maman, on y revient finalement un peu toujours dans sa vie. Et c'est vrai que j'ai des parents à la fois très créatifs et assez spirituels. Et c'est peut-être aussi ce qui pourrait me définir quelque part un peu aujourd'hui. Même si tout un travail pour aller explorer mes croyances et mes conditionnements familiaux, et Dieu sait si j'en ai, j'y échappe pas comme tout le monde, mais c'est vrai que cette liberté, certainement en grande partie, elle est venue de là, et puis peut-être ensuite de la façon dont on s'incarne chacun en termes de personnalité. J'ai un père entrepreneur, et puis j'ai vraiment le goût du faire, d'agir au monde et de créer. Et donc, voilà, après, est-ce que je me sens être une personne libre véritablement pour autant ? Je suis pas sûre, parce que je pense qu'il y a une part de moi qui est très libre, et il y a aussi une part de moi qui a besoin quand même de sécurité, même dans les projets que je crée, qui durent assez longtemps. Tu vois, l'aventure Féminin Bio, c'est presque 17 ans. L'aventure Métamorphose, maintenant, c'est 5 ans. Je suis directrice de collection et d'ouvrage chez Erol depuis 15 ans. Donc, j'aime à la fois cette liberté de pouvoir à tout moment me réinventer, et en même temps, j'aime bâtir des choses aussi qui durent et avec une forme de solidité. Voilà. Ça m'inspire aussi, tu vois, le temps long aussi de l'aventure. Oui, en fait, tu ne papillonnes pas d'une aventure à une autre. Tu prends le temps de les vivre pleinement et de les développer pleinement. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, je passe à autre chose ? Et est-ce que c'est vraiment autre chose, cela dit ? Est-ce que c'est une continuité ou une façon différente d'exprimer le même fil conducteur ? Oui, je pense que c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a les deux mouvements à la fois. À la fois, j'adore ne pas m'identifier avec un masque complètement sur un projet. Tu vois, par exemple, avec Féminin Bio, j'ai pas eu envie d'en faire ma vie, mon œuvre. Je crois que les projets, c'est un peu comme les enfants. J'ai 3 enfants. On les porte au monde, on les aide à se déployer, et puis ensuite vogue la vie. Et puis l'idée, c'est que les projets aussi quittent le nid pour aller au monde. Donc j'ai vraiment cette même vision avec les projets professionnels, en tout cas ceux que je crée, y compris pour les livres. À un moment donné, il y a un accouchement, on les élève, et puis hop, après, ils vivent leur vie propre. Et ça, je trouve que c'est très important, en tout cas dans ma façon de fonctionner. Voilà, j'ai pas envie de... Et après, je conçois qu'il y ait des gens qui sont tellement identifiés en fait à l'œuvre de leur vie, que ce soit par certains philosophes ou certains penseurs, que leur œuvre est complètement fait corps avec eux-mêmes.
Moi, j'ai le sentiment que je suis appelée à plusieurs formes de création, même s'il y a ce fil rouge, tu vois, dont tu parlais, qui est très important parce que finalement, je suis une passeuse d'informations, un peu toujours dans une forme de direction qui est la même, que ce soit au service de la métamorphose au sens large. La mienne a commencé par ma propre métamorphose et puis ensuite peut-être à essayer d'une certaine manière de soutenir peut-être celle des autres, en tout cas en partageant aussi mes propres questionnements. C'est vrai qu'il y a ce fil rouge quand même qui est commun dans mon travail en tant qu'éditrice, dans mon travail d'auteur, dans mon travail d'éditrice papier, je disais, chez Erol, mais dans mon travail aussi d'éditrice de métamorphose. Au sein de Féminin Bio, tout ça, c'est un ensemble qui, aujourd'hui, quand on le regarde maintenant rétrospectivement, donne une sorte de cohérence, même si au départ, c'est pas quelque chose que j'ai cherché. Je cherche pas, c'est pas que je cherche pas la cohérence, on la cherche tous, mais je me dis pas, tiens, je vais bâtir les choses de cette manière. C'est très intuitif, en fait, c'est très opportuniste dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un truc qui se présente, je sens que c'est dans le flow et dans le sens du vivant, et je me dis, tiens, si on allait là. Mais je me dis pas, tiens, je suis pas du tout le genre de personne à me dire, tiens, je vais bâtir un plan sur 6 mois, sur 1 an. Voilà, je dis pas qu'on bâtit pas des plans, parce que dans l'entreprise, on a besoin aussi de donner une direction à des équipes, mais je me laisse beaucoup toucher par ce qui est là à un moment donné, si je peux l'exprimer comme ça. Peut-être aussi parce qu'au fond, tu as l'air d'être assez connecté. C'est peut-être d'ailleurs cet aspect spirituel, je ne sais pas, mais connecté à ce qui te fait vibrer. Tu as parlé de flow, mais c'est vrai que beaucoup de personnes qui viennent suivre la méthode chance ne savent même plus ce qui les fait vibrer et là où ils ont envie d'aller. Il y a vraiment cette idée de brouillard ou de flou qui touche certaines personnes. Donc dans ces cas-là, est-ce que tu aurais des conseils à donner ? Je ne sais pas si conseil c'est le bon mot, mais pour justement retrouver ce lien avec notre intuition et pouvoir, quand les opportunités se présentent, choisir de les prendre ou non, et comme ça pouvoir voguer d'un projet à un autre sans se dire je bâtis un empire, mais qu'au final c'est cohérent parce que c'est juste. C'est vrai que c'est difficile à accepter en tant qu'humain, mais nous sommes extrêmement cycliques. Et donc, en tout cas, de mon expérience et dans mon observation, on a vraiment des cycles de création où on est hyper parfois créatif. Bon, après, certaines personnes plus que d'autres, mais quand même, je crois qu'on a tous ça à l'intérieur de nous. On a cet élan, ce mouvement de vie. Et puis, il y a des moments, si on prend la métaphore des saisons, où il y a des moments où on a des temps plus de germe, de désert, peut-être même parfois, où on est vraiment au désert, on est asséché. On a l'impression qu'on est une terre aride pour nous-mêmes, que rien ne peut germer, qu'il n'y a ni d'eau, ni de nourriture, et qu'il va rien se passer dans notre vie, qu'on aimerait, notre mental, notre esprit, aimerait qu'il se passe des choses. Et comme tu le disais bien, on est dans un espèce de flou et de brouillard. Eh bien, je crois que c'est là que nous sommes très œuvrés, en fait, à ce moment-là, où la graine, on sait, si on prend cette vision d'une graine, ou du temps de l'hiver, où tout est en sommeil, c'est là où il se passe, en fait, beaucoup de choses. Parce que finalement, l'éclosion n'est que la résultante de ce qui a été en germination et en dormance, et voilà. Et finalement, parfois, si on se disait, le conseil que je pourrais donner, puisque c'est ça que tu me demandes, si on pouvait accueillir, au lieu d'avoir cette impatience de se dire, mais moi j'aimerais tellement que ça bouge et qu'il se passe quelque chose, se dire, ok, je vois que je suis dans ce temps de désert, je vois qu'il ne se passe rien, et peut-être aussi c'est bon, que cet état de latence est bon. Alors évidemment, on n'a pas envie que ça dure parfois toute une vie, quand on est impatient de créer son projet ou d'aller de l'avant. Et peut-être que c'est au moment où on va l'accueillir et l'accepter que, paf, il va se passer peut-être quelque chose à ce moment-là qui va éclore, une petite éclosion qui va commencer à se manifester. Parce que du coup, comme j'en serais rentrée à nouveau à l'intérieur de moi et que j'aurais accueilli ça, je vais être beaucoup plus à l'écoute au niveau de mon expansion, de ce qu'il y a autour. Et là, je vais pouvoir peut-être me dire, ah tiens, il y a une opportunité qui se présente. Tiens, là, j'ai fait une rencontre. C'est pas banal, il y a peut-être quelque chose à saisir à ce moment-là. Et hop, moi j'adore la théorie des petits pas, le kaizen, disent les Japonais,
Oui, parfois, il y a des projets qui nous tombent dessus comme ça, de manière un peu miraculeuse. Moi, c'est ce qui m'est arrivé pour Métamorphose, par exemple. Mais ensuite, il y a plein de petits signes, souvent qu'on ne voit pas, qui se présentent sur le chemin. Des petits cailloux comme ça. Et si je lançais quelques bouteilles à la mer pour voir ce que je prends dans mes filets? Je parle beaucoup en métaphore, là, ce matin, avec toi. Mais si, si, et moi, j'aime bien cette idée de, tiens, on va tester. Je lance une petite piste. Ça mord pas. Eh ben, c'est pas grave. Hop, je teste la suivante. Et en fait, moi, j'avance, en tout cas dans mon fonctionnement, beaucoup comme ça, par itération. Pas forcément de lancer un gros truc en me disant « Ouh là là, je vais lancer un énorme bousin et puis ça me fait tellement peur de faire ça, puis je sais pas si ça va marcher. » Non, 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 la théorie des petits pas, tranquille, quoi. On teste, on voit si ça marche et puis voilà, si on voit qu'on est dans le flow et que ça a l'air de prendre, on creuse et puis voilà. Ensuite, évidemment, quand on partage une expérience, elle est tellement liée à qui nous sommes. Moi, je suis un filtre à la réalité comme toi, Philippine. Donc ce que je partage est mon filtre à réalité et ne parlera peut-être pas forcément une autre personne avec ses propres lunettes. Puis je crois qu'on est à la grande école de la vie, hein, quand on voit, moi j'adore observer les petits-enfants et on peut tous le faire. Quand un enfant apprend à marcher ou à parler, il s'y reprend par 10 fois et il s'en fiche complètement. Il tombe, il se relève, au contraire, il fait ça dans la joie. Ça, c'est vraiment le grand terrain de jeu de la vie. Hein. On parle d'échec, mais en fait, c'est pas de l'échec. C'est juste que je suis en train de faire l'expérience de l'incarnation et du grand jeu de la vie. Je vais dans une direction, oui, c'est pas celle-là. Je vais dans une autre, ah tiens, ça passe. Et c'est comme ça en fait qu'on s'élève et qu'on grandit. Et c'est pour ça que, tu vois, tu parlais du parcours chance. Je pense que ça peut être intéressant aussi d'être accompagné. De la même façon que quand on est petit, on a nos parents qui sont là aussi pour nous guider, pour nous apprendre en fait à nous élever. Je pense qu'on peut avoir besoin aussi de mentors dans notre vie, de coach, de gens, de maîtres à penser. Parfois, alors, il faut bien les choisir. L'idée, c'est pas de se faire embarquer par quelqu'un qui a du prêt à penser, qui va pas penser pour nous. Hein, j'ai bien dit, apprends-moi à penser par moi-même. Hein, dans la pédagogie Montessori, c'est vraiment ça. Donc c'est l'idée de l'autonomie, hein, et d'être un point d'appui. Quand on revient sur cette idée d'humanitaire, aujourd'hui, on voit bien que dans l'humanitaire, il y a beaucoup plus une idée d'apprendre aux gens à pêcher plutôt que d'être dans une posture impérialiste de « je vais te dire ce que tu dois faire », voilà, de sauveur. Et donc, dans des parcours de coaching ou de reconversion, le coach, le mentor, l'accompagnant, il est vraiment là pour, dans un art de la maïeutique, d'aider l'autre à accoucher de lui-même, hein, de ce qu'il est. C'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve. Tout à fait. D'ailleurs, c'est tout à fait l'esprit du coaching, hein, c'est faire monter en autonomie, comme tu faisais le parallèle avec l'enfant. Tu disais que toi, tes parents t'ont accompagné à grandir en autonomie et c'est également comme ça que tu vois tes projets, de porter, d'aider à se déployer, mais après, laisser voler de ses propres ailes. C'est ça. Et pour autant, je suis tellement d'accord avec ce que tu disais sur oui, c'est pas de l'échec, l'enfant qui tombe, etc. Dans le fond, je suis d'accord avec toi, mais je trouve ça tellement difficile. Tu vois, à l'époque où moi j'ai dû fermer ma boîte, à la fois c'était un choix et en même temps je l'ai vécu comme un échec. Comment tu fais dans ces moments-là pour vraiment changer d'état d'esprit? C'est hyper difficile. L'échec, il touche à notre blessure, donc c'est le chemin que trouve la vie pour venir nous délivrer un message. Donc si on le conscientise de cette manière-là, et avec toute la difficulté que cela comporte, hein, l'idée c'est pas d'être dans un déni de « ah chouette, j'ai un échec, c'est super, ça va me permettre de bosser ». Mais parce que souvent c'est dur, ça nous renvoie à une forme de blessure parfois originelle, hein, peut-être des cas de blessure par exemple qui ont été définis aussi par des grands psychiatres comme John Pierrakos ou même William Reich, bien avant Lise Bourbeau, qui en a défini 5 blessures émotionnelles. Mais voilà, on revit le rejet, l'abandon, l'humiliation, la honte, l'injustice, etc. Comment en fait la vie parfois on autocrée en fait certaines formes de situations, pas systématiquement, mais pour revivre inconsciemment une situation qui va venir nous délivrer un message de quelle personne j'ai envie d'être et comment j'ai envie de me comporter en fait dans cette situation. Alors parfois on se retrouve dans des choses extrêmes, ça fait très très mal, on n'a pas du tout envie de vivre ça. Moi la première.
Et donc, le premier réflexe humain, ça va être de se couper, en fait, de cette souffrance pour ne pas la vivre. J'ai tellement mal que, en fait, je vais fuir ma souffrance, ma douleur intérieure, parce que ça me fait tellement revivre ma blessure que c'est insupportable. Et donc, peut-être que parfois, la voie qu'on pourrait essayer, je dis bien essayer, on reste humain avec toute la difficulté de notre humanité, parfois. Comment je peux essayer, au lieu de fuir, d'être en fait avec cette souffrance en compagnonnage. Voilà, je pourrais le dire de cette manière-là. Comment, si cette souffrance ne devait pas cesser, je peux essayer de la prendre avec moi dans la vie, pas du tout dans une posture masochiste évidemment, mais de la bercer peut-être, de l'accueillir, de la voir, de lui parler tendrement, de me faire accompagner pour aller regarder ça, à quoi elle fait écho dans mon histoire. Pourquoi je me retrouve à nouveau dans cette situation où j'ai l'impression que je vais me fourrer toujours dans cette redite, que ce soit dans ma situation professionnelle ou personnelle, où cette situation se représente, allez hop, à nouveau à moi pour un revécu. Il y a un moment donné, il va falloir quand même se poser la question, pourquoi elle revient comme une sorte de messagère, me redélivrer ce même message. Alors parfois, elle est un peu déguisée, elle n'est pas toujours sous exactement la même forme. Pourquoi je tombe toujours sur ce type de patron, de patronne, ou ce type de collaborateur ? Pourquoi, quand j'enchaîne les personnes dans ma vie, certaines personnes dans leur couple retombent toujours sur le même type de profil en face d'eux, etc. Donc, à un moment, il va falloir quand même que je prenne mon courage à deux mains pour regarder dans cette boîte de Pandore qui est mon inconscient, la psyché, mon histoire personnelle, mon parcours papa-maman, on y revient toujours, ce qui s'est joué quand même à un moment. Sans pour autant tourner autour de ça, autour du nombril, parce qu'on peut aussi à un moment donné passer du temps et puis que ce soit pas après agissant au monde de manière positive, tourner un peu autour de son histoire. Mais quand même, l'avoir conscientisé, la comprendre est important, je trouve. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et on peut le rappeler, se faire accompagner dans ces moments-là peut être très important. Par les bonnes personnes, bien sûr, mais ne pas hésiter à demander de l'aide si on en a besoin. Oui. Et tu parlais tout à l'heure, tu as évoqué le projet miraculeux qu'était Métamorphose. Tu peux nous en dire un peu plus ? Pourquoi parler de miracle ? Alors, c'est vrai que le mot miracle peut sembler un peu fort parce que, en tout cas, moi, je le vois comme ça, dans le sens où je m'y attendais pas forcément à ce moment-là. C'est vrai que j'avais interviewé pendant des années, comme je t'ai dit, toutes ces personnes pour Féminin Bio. Et puis, en tant qu'éditrice aussi, j'avais rencontré beaucoup d'auteurs que j'avais publiés. Et souvent, j'avais des conversations, un peu comme on a là, tu vois, Philippine, des conversations intimes avec des personnes, plutôt d'ailleurs dans la posture où j'avais ton rôle. Et puis, je me disais, ces conversations intimes qu'on vient de partager, on va les retranscrire à l'écrit dans un format forcément beaucoup plus court, ou est-ce qu'on va pas perdre un peu l'essence de l'énergie qu'on avait à ce moment-là ? Parce que l'énergie qu'on avait à ce moment-là, c'est comment je me suis levée le matin, ce que j'ai fait. Tu vois, là, ce matin, je suis allée courir dans la nature, c'était fabuleux. Je me sens vraiment en forme pour te parler. Peut-être que demain, il me sera arrivé un truc et j'aurai pas la même énergie. Et je me disais, quand on retranscrit une interview qui va passer parfois peut-être 1 mois ou 2 mois plus tard à l'écrit, on aura perdu peut-être cet élan et cette énergie qu'on avait eu à ce moment-là dans cet échange en one-to-one avec une personne. Et puis je lis un article dans un magazine et un article qui dit les podcasts reviennent en force. Tu vois, on est en 2017 ou 2018. Je lis cet article. Les podcasts, c'est pas une idée nouvelle, mais en tout cas aux États-Unis, c'est un format qui commence à se développer. Et je me dis, mais attends, mais c'est ça en fait que je dois faire. Toutes ces conversations intimes que je partage, moi j'ai toujours en plus aimé le média radio. Quand j'avais monté à un moment donné une petite aventure radio avec un copain au sein de Féminin Bio pour des salons et tout ça, j'avais adoré ça. Souvent les gens aimaient bien m'interviewer pour Féminin Bio sur les cosmétiques bio naturels. Ils me disaient toujours t'es une bonne cliente en radio, on appelle ça comme ça dans notre métier, un bon client, une bonne cliente. C'est sympa et tout, tu faudrais pas qu'on fasse des petites chroniques. Et puis je m'étais toujours dit c'est un truc qui me titille, le truc de la voix. Et puis là je lis cet article et paf, il y a un truc qui s'est aligné, tu vois bien le truc d'un coup, qui s'est dit mais attends, mais
c'est évident. C'est évident que je dois passer ces interviews intimes sous forme de podcast. Et en 2 secondes, je me suis dit, la semaine d'après, je suis allée me former, ou la semaine suivante, enfin, tout de suite, tout s'est mis en place. Et Métamorphose était née, mais en une fraction de seconde. Il n'y a eu aucune question, en fait. C'était ça, l'évidence que je devais manifester, en fait, cette émission de cette manière-là. Voilà, ça a été une évidence absolue. Et d'ailleurs, donc après, j'ai monté le projet, il s'est passé plusieurs mois. Et les 15 premiers jours de la diffusion des premières émissions, j'ai vu qu'il se passait quelque chose tout de suite. Tout de suite, en fait, les audiences ont été au rendez-vous. Tout de suite, on a eu des retours de nos auditeurs qui nous ont dit « Oh, mais on adore, continuez, ça nous fait un bien de dingue. » Et voilà, et on a senti, enfin moi j'ai senti qu'il y avait un frémissement, tu sais, voilà, où tu sens on parlait de flow tout à l'heure, hein, de F-L-O-W en anglais, hein, de flow. On sent qu'il y a quelque chose qui est aligné et qu'il y a l'émergence d'une attente, voilà, qui d'un seul coup est assouvie. Il y a une rencontre, hein, entre un public et une idée qui se fait à ce moment-là. Ça, c'est génial. Et pourtant, à l'époque, le podcast n'était pas autant démocratisé qu'aujourd'hui, j'ai l'impression. Non, on a fait partie là des pionniers, en tout cas du podcast français. On a fait partie. Encore une fois, pionnière. Oui, c'est ça. On retrouve l'esprit de l'enfance qui se manifeste encore là. Mais c'est vrai que c'était. D'ailleurs, moi, je me suis pas dit du tout. Est-ce qu'on est des pionniers ? Est-ce que ça va être un succès et tout ça ? Moi, je ne réfléchis jamais en ces termes-là. Je me suis juste dit. Mais ça va être trop bien de faire ça parce que c'est ça que je fais depuis des années et que il n'y a pas le clac qui fait que l'énergie qui est là de l'instant peut être véhiculée et que là, d'un seul coup, je trouvais le bon médium pour faire ça, tu vois, à travers les podcasts. Oui, donc tu as capitalisé sur ce que tu faisais avant, avec une formation en plus. Tu as aussi joué sur ta curiosité avec cet article sur lequel t'es tombé. Et finalement, t'as foncé, quoi. Exact, ouais. Je me suis pas posé de questions, c'était là. C'était là, la germe, tu vois, la graine qui avait germé, on reparle de ça. Et en parlant de graines, qui devient potentiellement après un arbre, voire un baobab, comment Métamorphose est partie de ce petit podcast à ce projet énorme aujourd'hui, 50 millions d'écoutes, premier podcast de France, premier podcast natif, en tout cas, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Écoute, quand je t'entends me dire ça, je n'en reviens pas moi-même parce que j'ai pas vu le temps passer. Tellement ça fait 5 ans, on est passionnés. Aujourd'hui, j'ai une petite équipe, on est une petite dizaine au sein de Métamorphose, avec plein de gens qui gravitent autour, ce qui fait qu'on est peut-être en fait une quinzaine ou une vingtaine, de près ou de loin, à travailler autour du projet Métamorphose. Mais le cœur du projet, voilà, c'est une petite dizaine de personnes. Et le temps a vraiment filé vite que j'ai même peine à regarder, à me retourner en arrière et de me dire oui, c'est devenu ce baobab. Comme tu le dis si bien, qui se déploie. On est le premier podcast natif français, effectivement, sur le bien-être, la psychologie, le développement personnel, la santé au naturel. Donc, c'est juste absolument incroyable que le public français nous suive comme ça. C'est dire aussi la soif du monde et le besoin, en fait, sur ces sujets-là, d'accompagnement, avec toujours cette vigilance pour Métamorphose, d'accompagner les personnes dans leur métamorphose de manière holistique, mais avec discernement. Ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'on accueille vraiment cette biodiversité de la parole au sein de Métamorphose. Tu sais, je viens vraiment de la biodiversité et j'ai vraiment ça au cœur de nourrir la biodiversité du vivant. Et je ne crois pas à une forme de monoculture de la parole qui dirait « ça, c'est une vérité, allez dans cette direction, ça, c'est bien et c'est ça qu'il faut faire ». Pas du tout. Ouais, attention aux dérives, aux injonctions culpabilisantes. Culpabilisantes ou même d'entraîner les gens dans une voie qui serait que, en fait, cette parole-là, je le dis, voilà, unique. Je disais, nous sommes des filtres à réalité, chacun a son histoire. Et parfois, ça peut être une émission qui va faire écho chez quelqu'un en disant « bah tiens, moi... dans mon histoire, ça me parle beaucoup et donc je vais aller explorer ce truc-là. » Et puis d'autres personnes vont se dire, moi pas tellement. Finalement, cet enseignement ou cette sagesse-là, c'est pas du tout moi. Et ça, je vais le laisser de côté. Et ça, je pense que c'est important. Tu vois, c'est comme une sorte de présentation de l'éventail des possibles. Et puis chacun vient épuiser
l'eau, la source qui lui convient finalement pour lui-même. Et ça me plaît beaucoup en fait. C'est amusant, ça me fait penser à un parallèle qu'on peut faire sur la méthode de construction du projet professionnel chez Chance. C'est qu'il y a cette phase d'exploration, après l'introspection, où finalement on vient explorer tout ce qui existe dans le monde du travail. Mais tout n'est pas bon à prendre, tout ne nous correspond pas. Et il s'agit de faire le tri et de laisser à chacun son libre arbitre. Et justement, en toute autonomie et avec une méthode qui donne les clés du choix, de savoir prendre ce qui est bon pour soi et aller là où ça nous convient. Ouais, très intéressant. Ouais. Et sur tous ces projets dont tu parlais, il y en a tellement chez Métamorphose. Est-ce que tu as des sujets chouchous ? Et si oui, lesquels et pourquoi ? Alors, je fonctionne un peu par cycle parce que quand je découvre un sujet que je m'y intéresse, d'un seul coup, j'adore le creuser à fond et voilà, ça se reflète dans Métamorphose. Après, il y a des sujets un peu universels qui me parlent tout le temps. Par exemple, toute la thématique autour de qu'est-ce que l'amour ou l'énergie, tu vois, ou la vibration d'amour. Il y a plein de formes d'amour en fait qu'on expérimente en tant qu'humain. Les Grecs en ont défini 4 ou 5, il y en a bien plus, qui est, tu vois, l'amour filial, l'amour amoureux, l'amour érotique, éros, l'amour universel, l'amour fraternel, l'amour qu'on a pour nos enfants, filial, etc. Et donc c'est vrai que cette grande thématique de l'amour, pour moi, l'amour, c'est aussi la métamorphose. Moi, j'ai cette grande vision, en tout cas, grande vision pour moi-même en tant qu'humaine, qui me dit que finalement, l'incarnation est vraiment cette expérience que nous faisons de l'amour. Et sinon, à quoi bon ? Que c'est vraiment, en tout cas, moi, j'aimerais quitter cette terre, quitter ce monde, quitter ce plan incarné, mon véhicule corporel, en ayant vraiment essayé d'expérimenter pour moi-même l'amour et puis envers les autres. Vraiment, c'est ça qui me taraude. Donc, cette grande question de l'amour revient en permanence. Après, parfois, comme je suis aussi quelqu'un de cyclique, comme tout à chacun, je partageais tout à l'heure, parfois j'ai des sujets qui, à un moment donné, par exemple, à l'automne dernier, ça a été la musique. Voilà, comment la musique, et puis plus largement le son, la vibration, en fait, peuvent nous aider, nous élever. Comment est-ce qu'on interagit avec tout ça ? Donc, j'ai fait pas mal d'interviews, que ce soit de musiciens, de musicothérapeutes, quelqu'un qui a ouvert une école en disant que la musique, finalement, c'était le deuxième langage humain, après la parole, après le verbe, peut-être même qui précède, en fait, la vibration de la parole. Il y a le son de la musique. Voilà, donc de temps en temps, j'ai des grands sujets comme ça qui me viennent, et puis je vais les creuser pendant plusieurs émissions, même inconsciemment. C'est-à-dire que je me suis pas dit, tiens, je vais faire des sujets autour de la musique, mais d'un seul coup, paf, je vois qu'il y a plein de sujets qui m'arrivent comme ça spontanément, peut-être parce que d'un seul coup, je les attire à moi parce que ça m'intéresse, qui vont se présenter. J'adore observer ça. C'est miraculeux, tu vois, je trouve, d'une certaine manière. Justement, en parlant de ces sujets qui t'intéressent par cycle, quel serait le message que tu aurais envie de nous faire passer aujourd'hui ? Je ne sais pas si c'est une philosophie, un courant de pensée ou un apprentissage que tu as fait récemment, via une rencontre ou via la découverte d'une nouvelle thématique. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais nous transmettre et qui pourrait nous aider, que ce soit dans notre vie pro ou perso ? Et encore une fois, chacun prend ou laisse. Alors, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent en ce moment. Peut-être, je te partagerai 2 choses. D'abord, je me sens de plus en plus, d'une certaine manière, j'aime pas du tout mettre des étiquettes, mais je me sens quand même très proche de la pensée de Jung. Et je m'aperçois que dans ma façon de créer, dans ma vie, que ce soit mon dernier ouvrage, mon dernier conte, La fée qui ouvrait les cœurs, qui est vraiment un conte pour adultes, une sorte de métaphore comme ça reste finalement une façon de créer qui est très jungienne, même si je ne suis pas formée à la thérapie de Jung. J'ai suivi un parcours thérapeutique qui était assez proche de la thérapie jungienne, mais je suis pas formée en tant que psychologue ni quoi que ce soit sur le sujet. Mais ça me parle énormément et je crois que Jung avait compris à la fois en tant que scientifique, mais à la fois en tant qu'explorateur, beaucoup de choses, je trouve, sur la conscience. En plus, il habite pas très loin de chez moi, en Suisse, donc j'y vois là aussi peut-être une forme de synchronicité. Et puis, aux États-Unis, il y a des thérapies très nouvelles qui arrivent en ce moment et qui sont intéressantes, que ce soit d'un point de vue perso ou pro, qui est la thérapie ACT, Acceptance Commitment Therapy, je crois que c'est en anglais, c'est la thérapie de l'acceptation et de l'engagement, pour le dire en français, ACT, ACT.
Et je trouve que ce sont des thérapies dans le champ des thérapies brèves, etc., qui sont des thérapies vraiment assez innovantes sur comment je peux accueillir aussi toute ma sphère émotionnelle, toute ma sphère, ma psyché, pour aller, comme le dirait Jung, vers un processus d'individuation, sans forcément parfois repartir dans des analyses qui peuvent, comme à une certaine époque avec la psychanalyse, durer 10 ou 20 ans, ou peut-être qu'on a un peu moins envie de ça aujourd'hui, et qui, moi je crois beaucoup aussi aux thérapies psychocorporelles qui accueillent notre corps au sein des thérapies, plus uniquement que de la verbalisation, mais aussi, on est un tout, hein, donc inclure notre corps aussi dans ces thérapies-là. Voilà, ça c'est des thérapies qui sont pas mal en émergence et qui me parlent dans ce qui est à venir et que j'ai vraiment envie d'explorer aussi pour moi-même. Voilà le petit partage. Et si on devait le résumer de façon un petit peu plus vulgarisée, ce serait quoi ce mélange de Jung et de ACT ? Ce serait accueillir son corps et ses émotions et plus uniquement son mental, se reconnecter, ce serait ça ? Ce serait vraiment conscientiser que tout est là, dans l'espace de l'instant présent, et que je peux le sentir, le ressentir dans mon corps. Pas être hors sol de moi-même, dans ma tête, mais vraiment de sentir dans un espace intérieur, dans une forme de chaleur humaine, dirait le professeur et le docteur Danny Bois, dire je suis cette présence de l'instant qui peut ressentir que tout est déjà là. C'est une petite, vraiment une subtilité hein, d'être en présence de soi très très puissante. C'est pas facile, mais c'est vraiment un apprentissage, je crois, en tout cas à explorer dans les années à venir, il me semble. Des voies d'accès très très puissantes. Oui. Eh bien, merci beaucoup Anne pour tous ces partages riches et merci encore d'avoir accepté cette invitation. Pour moi, c'était un vrai honneur et plaisir de discuter avec toi. Merci à toi, merci infiniment Philippine. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, alors pour celles et ceux qui aimeraient avoir la référence, Anne Guéquière est l'auteure d'un tout nouveau conte initiatique pour adultes, préfacé par Christophe André, La fée qui ouvrait les cœurs, aux éditions Erol, pour cheminer notre vie en conscience. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt.